Le soleil de 1842 écrase la Martinique d'une chaleur moite, une atmosphère où l'air semble peser aussi lourd que les chaînes des esclaves. À la plantation de l'Ombre, le silence n'est jamais synonyme de paix. Il est le manteau d'une oppression qui étouffe jusqu'au moindre murmure. C'est ici, entre les rangées de cannes et les parterres de fleurs exotiques, que Barnabé passe ses journées le dos courbé vers la terre. À 60 ans, Barnabé est un homme que l'on ne remarque plus, une pièce d'inventaire que le maître considère comme usée par le temps. Ses mains ressemblent à des racines noueuses et son visage est une carte de cicatrices tracée par le soleil et le labeur incessant. Il ne regarde jamais les hommes dans les yeux, préférant la compagnie du sol, là où les secrets s'enfouissent et où la vie ne ment jamais. Mais Barnabé possède un don que personne sur ce domaine ne pourrait soupçonner, un secret qu'il garde jalousement derrière ses lèvres closes. Il comprend la langue silencieuse des fourmis rouges, ces soldats de l'ombre qui parcourent la terre avec une discipline implacable. Pour lui, leur agitation est une conversation, et leur mouvement, une carte précise de tout ce qui se passe sur la plantation. Avant d'aller plus loin dans ce récit de justice et d'ombre, restez avec moi jusqu'au bout pour découvrir comment l'infiniment petit a renversé un géant. Dites-moi dans les commentaires, sur une échelle de 0 à 10, quelle importance vous accordez à la justice poétique dans l'histoire. Abonnez-vous pour ne rien manquer de ces dossiers oubliés où la vérité finit toujours par refaire surface, même après des siècles de silence. Henri de la Roche, le maître de l'ombre, est un homme dont le faste extérieur cache une ruine intérieure dévorante. Derrière les murs épais de sa demeure coloniale, les dettes de jeu et les mauvaises récoltes ont érodé sa fortune jusqu'à la corde. La Roche est un homme aux abois, et un homme acculé est capable des pires atrocités pour préserver les apparences de son rang. Un soir de tempête, alors que les éléments se déchaînaient sur la côte, un riche négociant de Saint-Pierre est arrivé à la plantation pour réclamer son dû. Ce témoin gênant détenait les preuves de la faillite de la Roche, des documents capables de transformer le noble propriétaire en un paria. Mais dans l'obscurité de l'ombre, les règles de la société s'effacent devant la loi du plus fort et la nécessité brutale de survivre. La confrontation a tourné au drame derrière les portes closes du grand salon, là où le parfum entêtant du jasmin se mêlait à l'odeur du rhum. Un cri a été étouffé par le grondement du tonnerre. Un bruit sourd de corps tombant sur le parquet ciré a marqué la fin d'une vie. La Roche venait de commettre l'irréparable. Il avait assassiné son associé pour effacer ses dettes, plongeant ses mains dans un sang qu'aucune eau ne pourrait laver. Caché derrière les fougères géantes de la serre, Barnabé a tout vu, immobile comme une statue de pierre dans la nuit tropicale. Il a observé le maître traîner une masse inerte, enveloppée dans un tapis coûteux, vers les profondeurs de la vieille distillerie. Chaque craquement de branche, chaque respiration saccadée du meurtrier est resté gravé dans la mémoire du jardinier qui ne disait jamais rien. Barnabé savait qu'un esclave qui dénonce son maître est un homme déjà mort, une vérité gravée dans le code noir et dans le fer rouge. Mais il savait aussi que le silence de la plantation était devenu électrique, chargé d'une tension qui n'attendait qu'une étincelle pour exploser. Le corps avait disparu, le scandale était étouffé, mais la terre, elle, se souvenait de l'endroit exact où le crime avait été enterré. La petite Marie, une orpheline de 10 ans qui aidait aux cuisines, a commis une erreur fatale sans même s'en rendre compte le lendemain matin. En ramassant du bois près de la distillerie, ses doigts fins ont trouvé un objet métallique enfoui dans la boue fraîchement remuée. C'était le cachet de cire du négociant. Un seau d'or et de rubis tombé pendant la lutte, une preuve irréfutable de la présence de l'homme disparu. Innocente, l'enfant a glissé l'objet dans sa poche, fasciné par l'éclat de la pierre, ignorant qu'elle tenait entre ses mains son propre arrêt de mort. Mais la Roche, dévorée par la paranoïa, a remarqué l'absence du seau sur le corps avant de sceller la tombe improvisée. Il a commencé à rôder dans la plantation comme un prédateur, ses yeux injectés de sang, traquant le moindre signe de découverte chez ses esclaves. La tension est montée d'un cran quand le maître a surpris Marie en train de polir secrètement l'objet derrière les cuisines. À cet instant, le destin de la fillette a été scellé. Elle en savait trop, même si elle ne comprenait pas la portée de sa découverte. La Roche a immédiatement ordonné que Marie soit vendue à un marchand de passage, une condamnation à l'oubli définitif, ou à une mort discrète. Barnabé a compris que le temps des prières était terminé, et que la justice des hommes ne viendrait jamais au secours de la petite Marie.
Dans sa cabane isolée, il a commencé à récolter le miel le plus pur de la propriété, un nectar doré, visqueux et terriblement attirant. Ce n'était pas une offrande pour la table du maître, mais l'ingrédient principal d'un plan dont la complexité dépassait l'entendement humain. Il a commencé à tracer des chemins invisibles à l'œil nu, des pistes de sucre partant des nids de fourmis rouges vers des points stratégiques. Chaque goutte était déposée avec une précision d'orfèvre, guidant une armée de milliers de soldats affamés vers la grande demeure. Les fourmis, excitées par cette manne inattendue, ont commencé à modifier leurs trajectoires habituelles, obéissant aux ordres silencieux du jardinier. Pendant que la plantation dormait, Barnabé agissait dans l'ombre, s'approchant de la maison de maître avec une discrétion de spectre. Il a déposé des traces de miel sur les gonds de la porte du bureau et sur le verrou de la cave où Marie était enfermée. Mais son geste le plus audacieux fut de s'introduire dans la chambre du maître pour enduire les bottes de la roche d'une fine couche de nectar. Le piège était en place, une guerre d'usure biologique menée par un homme que tout le monde croyait brisé et inoffensif. Les fourmis rouges, attirées par l'appât, ont envahi les appartements privés, se glissant dans les draps, les vêtements et les moindres fissures du bois. Ce n'était d'abord qu'une gêne mineure, quelques piqûres irritantes que la roche attribuait à la chaleur et à l'humidité de la saison. Mais Barnabé n'avait pas l'intention de s'arrêter à une simple irritation. Il intensifiait le processus chaque nuit, avec une régularité de métronome. Il savait que le jour de la vente de Marie approchait et que son armée miniature devait être prête pour l'assaut final. Chaque matin, les serviteurs trouvaient des colonnes de fourmis plus denses, un ruban de feu vivant qui semblait converger vers un seul point. Barnabé a versé une traînée de miel épaisse derrière un panneau de bois secret dans le grand salon, là où la roche cachait les papiers volés. Il savait que l'humidité avait déjà fragilisé la boiserie et que l'activité frénétique des insectes finirait par provoquer une rupture. Les fourmis, par milliers, se sont engouffrées dans l'interstice, créant un bourdonnement sourd que seuls les sens aiguisés du jardinier pouvaient interpréter. Le jour fatidique est enfin arrivé, marqué par la visite imprévue du juge de paix de la région, un homme rigide et obsédé par les procédures. La roche, nerveux et épuisé par des nuits sans sommeil à cause des piqûres, a dû recevoir le magistrat dans le grand salon. C'était l'occasion ou jamais pour Barnabé de porter le coup de grâce à celui qui se croyait au-dessus des lois divines et humaines. L'odeur du miel, chauffée par le soleil de l'après-midi, a commencé à saturer l'atmosphère de la pièce, attirant encore plus de prédateurs ailés et rampants. Le juge a remarqué une agitation inhabituelle près du panneau mural, un frémissement de la boiserie qui semblait presque respirer. La roche, sentant le danger monter, a tenté de faire diversion, mais ses gestes brusques ne faisaient qu'accentuer son état de panique manifeste. Le bois a soudainement émis un craquement sec, une plainte déchirante qui a fait sursauter les deux hommes présents dans la pièce. Derrière la cloison, la masse noire et rouge des fourmis avait exercé une pression constante, guidée par l'appât sucré déposé par Barnabé. Le panneau s'est fendu, libérant une cascade de poussière, de débris et quelque chose d'autre qui allait changer le cours de l'histoire. Sous les yeux horrifiés du juge, des milliers de fourmis rouges se sont déversées sur le parquet, transportant avec elles des fragments de papier. Parmi les débris de documents rongés par l'acide des insectes, un objet brillant a roulé sur le sol avec un tintement métallique sinistre. C'était le sceau du négociant disparu, l'anneau d'or surmonté d'un rubis sanglant qui venait de réapparaître comme par miracle. Le silence qui a suivi la chute de l'objet était plus lourd que n'importe quel cri de douleur ou de colère. Le juge de paix a lentement baissé les yeux vers le sceau, reconnaissant immédiatement les armoiries de l'homme que toute la région recherchait. La roche a senti le sol se dérober sous ses pieds, mais il ne savait pas encore que le pire restait à venir. Le silence qui s'abat sur le salon de la plantation de l'ombre est plus tranchant qu'une lame de guillotine. Le juge de paix, Monsieur de Varenne, fixe l'objet précieux avec une incrédulité qui se transforme lentement en une suspicion glaciale. Ce sceau appartient à l'homme dont la disparition agite toute la colonie depuis des semaines, et il vient de tomber d'un mur chez Henri de la Roche. Henri de la Roche sent son cœur cogner contre ses côtes, comme un prisonnier cherchant à briser sa cellule. Sa main tremble imperceptiblement alors qu'il cherche une explication, une excuse, un mensonge assez solide pour colmater la brèche qui vient de s'ouvrir.
Mais comment justifier la présence d'une preuve aussi accablante, dissimulée derrière les boiseries de son propre salon? Le juge se penche, ramasse l'objet avec une lenteur calculée, observant les fourmis rouges qui courent encore sur le métal travaillé. Il lève les yeux vers la roche, son regard est devenu celui d'un prédateur qui vient de repérer une faille dans l'armure de sa proie. L'air dans la pièce est devenu si lourd qu'il semble impossible de respirer sans inhaler la culpabilité qui flotte désormais partout. À quelques mètres de là, dissimulé derrière une persienne, Barnabé observe la scène sans qu'un seul muscle de son visage ne trahisse son émotion. Il voit le piège se refermer lentement, maille après maille, grâce au travail acharné de ses minuscules alliés qu'il a guidés avec tant de soin. Mais il sait que la bête blessée est la plus dangereuse et que la roche ne se laissera pas conduire à l'échafaud sans se battre. C'est incroyable, monsieur le juge, j'ignorais totalement que cet objet se trouvait là, finit par bafouiller le maître des lieux d'une voix étranglée. Il tente de faire passer cette découverte pour une coïncidence absurde, un oubli peut-être laissé par le négociant lors d'une visite précédente. Cependant, l'explication est si fragile qu'elle s'effondre avant même d'avoir fini de franchir ses lèvres sèches. Le juge ne répond pas tout de suite. Il examine les fragments de papier que les insectes ont expulsés de la cloison en même temps que le sceau. Ce sont des morceaux de l'acte de cession frauduleux, des preuves que Laroche pensait avoir mises en sécurité pour l'éternité. Chaque mot encore lisible sur le parchemin rongé est une flèche pointée directement vers le cœur de la trahison du propriétaire. Pendant ce temps, dans les profondeurs humides de la cave, la petite Marie tremble au moindre bruit, ignorant tout du drame qui se joue au-dessus d'elle. Elle sait seulement que le maître l'a enfermée ici après l'avoir surprise avec le caillou rouge et que son regard promettait une fin terrible. L'obscurité de la cave est peuplée de spectres, mais pour elle, le monstre le plus effrayant est celui qui porte des bottes de cuir et un fouet à la ceinture. Soudain, Marie sent un chatouillement sur sa cheville, un mouvement léger et rapide qui remonte le long de sa peau fragile. Elle étouffe un cri, mais elle remarque vite que les fourmis ne la mordent pas. Elle semble simplement traverser sa prison dans une direction précise. Barnabé leur a donné un ordre silencieux. Elles sont là pour veiller sur l'enfant, pour lui rappeler qu'elle n'est pas totalement seule dans ce tombeau de pierre. Barnabé s'éloigne de la fenêtre du salon car il sait qu'il doit préparer l'étape suivante de son plan avant que la nuit ne tombe sur la plantation. Le juge de paix va sans doute demander des comptes, mais il n'a pas encore le corps, et sans cadavre, un homme riche peut toujours s'en sortir. Il faut que la terre elle-même parle, qu'elle régurgite le secret que la roche a tenté d'étouffer sous les dalles de la distillerie. Dans le salon, la situation dégénère, alors que la roche tente de reprendre le contrôle par la force et l'intimidation. Il appelle ses gardes, prétextant une invasion d'insectes qui nécessite de vider la pièce immédiatement pour un traitement d'urgence. C'est une manœuvre désespérée pour éloigner le juge de la preuve matérielle, mais M. de Varenne n'est pas un homme que l'on manipule si facilement. « Je vais garder cet objet pour la suite de mon enquête, monsieur de la Roche », déclare le magistrat d'un ton qui n'admet aucune réplique. Il annonce son intention de revenir le lendemain avec des experts et des hommes en armes pour fouiller la propriété de fond en comble. Le piège vient de se resserrer, mais la Roche sait qu'il lui reste une seule nuit pour faire disparaître Marie et le corps du négociant. Dès que le juge quitte le perron, le visage de la Roche se transforme en un masque de fureur pure et de détermination meurtrière. Il ne se soucie plus des dettes ou du faste, il ne pense plus qu'à sa survie et à l'élimination de tous les témoins de son crime. Le soleil décline, jetant de longues ombres sanglantes sur les champs de canne, annonçant une nuit où le sang risque de couler à nouveau. Dans l'ombre de la distillerie, Barnabé prépare ses dernières offrandes sucrées, traçant des ponts d'or entre les nids et la cachette du cadavre. Il sait que la roche va venir ici pour déterrer le corps et le déplacer vers la mer, là où les courants emportent les secrets pour toujours. Le jardinier parle tout bas aux insectes, ses lèvres remuant dans une prière ancienne que seuls les petits soldats rouges peuvent entendre. C'est alors qu'un nouvel acteur entre en scène, un marchand de passage dont la réputation est aussi sombre que les cales de ses navires. La roche l'a fait venir en secret pour emmener Marie, pour la vendre loin d'ici, là où sa voix ne pourra jamais atteindre les oreilles d'un juge. L'homme descend de sa monture, une chaîne à la main, prêt à prendre possession de la marchandise que le maître lui a promise. Dans la cave, Marie entend le cliquetis du métal contre la pierre
et le rire gras de l'homme qui vient de l'acheter. Elle se plaque contre le mur humide, cherchant une issue qui n'existe pas, sentant l'étau de la peur se refermer sur sa petite poitrine. Mais elle ne voit pas que les fourmis rouges, par milliers, sont en train de former un tapis vivant autour d'elle, comme un rempart de feu prêt à se déclencher. La roche descend les marches, la lanterne projetant des ombres monstrueuses sur les murs suintants de la demeure coloniale. Chaque pas qu'il fait résonne comme un glas dans le silence de la cave, et son souffle est court, saccadé par l'adrénaline et la haine. Il ne sait pas que chaque centimètre de cet escalier a été minutieusement préparé par Barnabé au cours des dernières heures. Le maître tend la main vers le verrou pour libérer l'enfant et la livrer au marchand, mais son geste s'arrête net. Une douleur vive, fulgurante lui transperce la paume alors qu'il touche le métal enduit de miel et recouvert d'une armée invisible. Les fourmis rouges, alertées par la vibration, lancent leur première attaque, leurs mandibules s'enfonçant profondément dans la chair de l'oppresseur. Dans un réflexe de douleur, la roche lâche sa lanterne qui se brise sur le sol de pierre, enflammant instantanément quelques brins de paille. La lumière vacillante des flammes révèle alors l'horreur de la situation. Les murs de la cave semblent bouger, recouverts d'un flot ininterrompu d'insectes en colère. Il hurle, secouant sa main frénétiquement, mais pour chaque fourmi qu'il écrase, 10 autres prennent sa place sur son corps. À l'extérieur, Barnabé voit la lueur orangée s'échapper des fenêtres du sous-sol, et il sait que la phase finale a commencé. Il n'y a aucune pitié dans ses yeux, seulement la satisfaction amère d'un homme qui a attendu trop longtemps que la justice se manifeste. Il se dirige vers la distillerie, là où le vrai secret attend d'être révélé au monde entier sous la lumière crue des flammes et de la vérité. Le marchand, voyant la fumée et entendant les hurlements inhumains du maître, décide que cette transaction ne vaut pas de risquer sa propre vie. Il fait demi-tour et s'enfuit dans la nuit, abandonnant la roche à son propre sort et laissant Marie seule dans la cave envahie. Cependant, le feu progresse vite, et ce qui devait être une libération pourrait bien se transformer en un bûcher funéraire pour l'innocente. Barnabé arrive devant la vieille distillerie, ses forces décuplées par l'urgence de la situation et le désir de vengeance. Il sait que c'est ici que se trouve la clé finale, le témoignage silencieux du meurtre qui fera tomber définitivement la maison de l'ombre. Mais alors qu'il s'apprête à entrer, il entend un bruit de galop approcher à toute allure. Des gardes ou peut-être le juge revenant plus tôt que prévu. Barnabé se retourne brusquement, mais la fumée qui commence à envahir la plantation rend la visibilité presque nulle. Une ombre se dessine dans le chaos, une silhouette massive qui semble tenir une arme, pointée directement vers le vieux jardinier. Le destin de la plantation et la vie de Marie ne tiennent plus qu'à un fil, alors que le secret de la distillerie est sur le point d'être révélé. La silhouette qui se dresse devant Barnabé n'est pas celle d'un fantôme, mais celle de Jean-Pierre, le commandeur de la plantation. C'est un homme dont la loyauté a été achetée au prix de la cruauté, un homme qui ne connaît que la loi du fouet et de la peur. Il tient un fusil de chasse, le canon dirigé droit vers la poitrine du vieil homme qui ose défier l'ordre établi. « Qu'est-ce que tu fais ici, vieux fou ?» gronde le commandeur, sa voix trahissant une nervosité qu'il tente de masquer sous la menace. Il a vu les flammes s'élever de la demeure coloniale et il cherche désespérément un coupable pour apaiser la fureur qu'il pressent chez son patron. Mais Barnabé ne recule pas, ses yeux restant fixés sur le sol où une traînée de miel serpente entre les pieds du géant de muscles. Barnabé sait que Jean-Pierre est une brute, mais une brute qui craint instinctivement les forces qu'il ne peut pas comprendre. Il murmure quelques mots dans une langue que le commandeur n'a jamais entendue, un chant de terre et de sang qui semble faire vibrer l'air moite. Le commandeur hésite, sentant une démangeaison soudaine sur ses doigts, un picotement qui remonte le long de ses bras puissants. À quelques centaines de mètres de là, la fumée devient une barrière mortelle pour la petite Marie, piégée dans les entrailles de la demeure. L'incendie provoqué par la lanterne brisée se propage au vieux fût de rhum entreposé non loin, créant un brasier hors de contrôle. Elle appelle au secours, sa voix n'étant plus qu'un sifflement ténu alors que l'oxygène commence à manquer cruellement dans sa prison. Henri de la Roche est devenu l'ombre de lui-même, un homme dévoré par 2 feux, celui de la combustion et celui des morsures venimeuses. Il se roule sur le parquet ciré, mais chaque mouvement semble attirer davantage de fourmis, comme si elles étaient soudées à sa peau. Dans son agonie,
Il commence à perdre la raison, voyant le visage du négociant assassiné dans chaque volute de fumée qui remplit la pièce. Le juge de Varennes n'était pas allé bien loin. L'intuition d'un magistrat chevronné lui avait crié de faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. En voyant la colonne de fumée noire monter vers le ciel étoilé, il a compris que le criminel tentait de détruire les preuves avant son retour. Il ordonne à ses hommes de forcer l'entrée, ne se doutant pas que ce qu'ils allèrent découvrir dépasserait le cadre d'un simple fait divers. « Regarde, Jean-Pierre, » dit Barnabé d'une voix calme, presque douce, ignorant le canon du fusil qui tremble désormais de manière incontrôlée. Le sol de la distillerie, fait de lourdes planches de bois de fer, semble s'animer sous l'effet d'une force souterraine colossale et invisible. Les fourmis rouges ne se contentent plus de suivre des pistes. Elles dévorent les joints de mortier pour révéler ce qui se cache dessous. Une planche finit par céder dans un craquement sinistre, révélant une cavité où l'odeur de la mort est plus forte que celle du sucre de canne. Le commandeur baisse son arme, le visage décomposé par la réalisation brutale de ce que son maître a commis dans le secret de la nuit. Mais le secret ne s'arrête pas à un seul cadavre, et ce que Barnabé veut montrer est bien plus vaste que la tombe d'un négociant. Marie sent ses forces l'abandonner, ses yeux se fermant sur l'image terrifiante des flammes qui lèchent déjà les poutres du plafond. Pourtant, elle ne sent pas la chaleur sur sa peau, mais une fraîcheur étrange, comme si une multitude de petits corps formaient un bouclier. Les fourmis rouges l'attirent, millimètre par millimètre, vers un soupirail étroit que Barnabé avait dégagé la veille pour laisser passer l'air. Monsieur de Varennes pénètre dans la maison, ses hommes luttant contre l'incendie avec des seaux d'eau et des couvertures mouillées en toute hâte. Il trouve Laroche au milieu de la pièce prostré, couvert de cloques et de morsures, marmonnant des aveux incohérents sur un pacte diabolique. Le magistrat ramasse un grand livre de comptes qui a échappé au feu, un document qui contient les noms de tous les complices du maître. Dans la distillerie, la vérité éclate enfin sous la forme d'un charnier oublié, des restes de ceux qui ont osé s'opposer au maître par le passé. Ce n'est pas seulement le négociant qui gît là, mais aussi d'autres esclaves, des hommes et des femmes portés disparus depuis des années. Le commandeur Jean-Pierre tombe à genoux, réalisant qu'il a servi un monstre qui n'aurait pas hésité à le sacrifier lui aussi à la première occasion. Les gardes du juge empoignent Laroche avec dégoût, le traînant loin du brasier, alors que la toiture de la maison commence à s'effondrer. L'homme qui régnait sur des centaines d'âmes n'est plus qu'une loque humaine, hurlant de terreur à la moindre sensation de contact sur sa peau. La justice est en marche, mais elle ignore encore tout de l'artisan discret qui a orchestré cette chute depuis les jardins de la propriété. Barnabé est arrivé juste à temps près du soupirail extérieur, guidé par le signal frénétique de ses messagères à 6 pattes dans la nuit. Il extirpe le corps inerte de la petite Marie de la prison de pierre, l'éloignant de la chaleur étouffante qui menace de consumer la colline. Il la dépose délicatement sur l'herbe fraîche, loin des flammes, mais il sait que son travail n'est pas terminé tant que la preuve n'est pas sécurisée. Le juge de Varennes voit une silhouette près de la vieille distillerie et décide d'aller enquêter, sentant que le cœur du mystère se trouve là-bas. Il marche sur les pistes de miel sans le savoir, ses bottes de cuir écrasant les insectes qui continuent leur œuvre de démolition méthodique. Barnabé se tient debout, calme et digne, attendant celui qui a le pouvoir de transformer cette tragédie en un acte de justice officiel. À côté de la fosse ouverte, Barnabé a déposé le livre de comptes que Laroche pensait avoir détruit dans un accès de colère quelques mois plus tôt. C'est une preuve irréfutable de détournement de fonds, de meurtre commandité et d'une cruauté qui dépasse l'entendement de la société coloniale. Le juge s'arrête net devant le trou béant, son regard passant du vieil esclave aux restes humains qui tapissent le fond de la cavité. Depuis la charrette qui l'emmène vers les cachots de Saint-Pierre, Henri de Laroche voit sa fortune et son nom s'évaporer dans la nuit. Il cherche désespérément une explication logique à sa chute, refusant de croire qu'un simple jardinier et des insectes aient pu causer sa perte. Mais dans le silence de la nuit, il entend toujours ce bourdonnement incessant, le bruit de milliers de pattes qui marchent sur ses propres péchés. Jean-Pierre n'ose plus approcher Barnabé, persuadé que le vieil homme commande aux forces de la nature pour obtenir une vengeance surnaturelle. Il se demande combien d'autres secrets le jardinier détient sur la vie des autres propriétaires et des petits chefs de la région environnante. La peur a changé de camp,
et le silence de Barnabé est devenu une arme plus efficace que n'importe quel instrument de torture en fer. Marie reprend connaissance, sa respiration devenant plus régulière sous la brise nocturne qui commence enfin à souffler sur la plantation de l'ombre. Elle voit le visage de celui qu'elle considérait comme un simple vieillard fatigué, mais elle y lit désormais une force qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Elle ignore encore que sa vie vient d'être sauvée par une armée invisible dont elle était devenue la protégée sans même le savoir. « Comment savais-tu où creuser ?» demande le juge, sa voix tremblante devant l'ampleur de la découverte macabre qu'il vient de faire ce soir. Barnabé ne répond pas. Il se contente d'observer une fourmi rouge qui remonte le long de son propre doigt sans jamais chercher à le piquer. Le magistrat comprend qu'il n'obtiendra aucune réponse verbale, mais que les preuves étalées devant lui parlent plus fort que n'importe quel témoin humain. La pluie tropicale se met à tomber, une averse violente et purificatrice qui vient laver les cendres et le sang de cette nuit de chaos total. Elle efface les traces de miel sur les chemins, dissimulant pour toujours la méthode exacte utilisée par le jardinier pour guider la justice des hommes. La plantation de l'ombre ne sera plus jamais la même, car les racines du mal ont été arrachées avec une précision proprement chirurgicale. Les autres esclaves sortent de l'ombre, observant les ruines de la demeure avec un sentiment complexe de libération et d'angoisse pour leur avenir incertain. Ils regardent Barnabé comme s'ils le découvraient pour la toute première fois, comprenant que le véritable pouvoir peut résider dans les mains les plus humbles. Mais le vieux jardinier sait que la liberté a un prix, et que le juge pourrait bien se retourner contre lui s'il découvre son secret. Alors qu'il inspecte minutieusement les environs, M. de Varenne trouve une petite fiole de verre qui dégage une odeur sucrée et inhabituelle. Il l'examine attentivement à la lueur d'une torche, fronçant les sourcils devant ce vestige qui ne semble pas appartenir au faste de la maison. C'est à ce moment précis qu'il réalise que quelqu'un d'autre a dirigé les événements de cette nuit tragique, quelqu'un qui se cache encore. Barnabé sent le regard inquisiteur du juge peser sur son dos, et il comprend qu'il ne doit pas rester là s'il veut protéger l'enfant. Il s'enfonce dans les fougères géantes, là où les sentiers secrets ne sont connus que de lui seul et de ses fidèles alliés à six pattes. Mais derrière lui, il entend soudain un ordre crié par le magistrat, un ordre qui lance une nouvelle traque à travers la jungle épaisse. La chasse est lancée, non plus pour un criminel comme Laroche, mais pour un témoin devenu trop dangereux pour être laissé en liberté. Barnabé doit maintenant utiliser toute sa connaissance intime de la nature pour échapper à ceux qu'il a lui-même aidé à découvrir la vérité. Le jeu du chat et de la souris commence, et dans cette forêt hostile, chaque ombre peut cacher un allié précieux ou un dénonciateur zélé. La nuit est loin d'être terminée, et le don unique du jardinier est sur le point d'être mis à l'épreuve la plus difficile de son existence. Barnabé court, le cœur battant à tout rompre, conscient que le moindre faux pas signifiera la fin pour lui et pour la petite Marie. Mais il ne sait pas encore que le juge de paix possède un atout qu'il n'avait absolument pas prévu dans ses calculs les plus secrets. Dans ses documents personnels, M. de Varenne cache une information qui pourrait tout changer sur l'identité réelle et passée de Barnabé. Ce n'est pas la première fois que le magistrat entend parler d'un homme capable d'influencer les créatures de la terre dans les colonies lointaines. Une vieille légende. La traque s'intensifie sous la canopée ruisselante, là où chaque racine semble vouloir ralentir la fuite du vieux jardinier. Barnabé porte Marie contre lui, sa petite silhouette frêle pesant comme le poids de tout un peuple sur ses vieux bras fatigués. Derrière eux, les cris des soldats et le craquement des branches indiquent que le juge de Varenne n'a pas l'intention de laisser ce témoin s'évanouir dans la nature. Barnabé s'arrête net, ses pieds nus s'enfonçant dans une boue noire qui semble vouloir l'aspirer vers les profondeurs de l'île. Il sait que sa force physique ne suffira pas contre des hommes jeunes, armés et entraînés à la chasse à l'homme dans les mornes. Mais Barnabé n'est pas seul, et il sait que la forêt possède ses propres sentinelles, prêtes à protéger ceux qui en connaissent les secrets. Il dépose Marie au pied d'un mahogany géant, un arbre dont les racines forment des alcôves naturelles capables de dissimuler un enfant. Le jardinier pose sa main sur l'écorce rugueuse, envoyant une vibration que seuls les initiés peuvent percevoir à travers le réseau invisible de la vie. En un instant, le sol autour d'eux semble changer de couleur, passant du brun sombre au rouge vif, alors que des millions de fourmis émergent des entrailles de la terre. Les soldats de tête s'arrêtent, pétrifiés par le spectacle d'un tapis de feu vivant,
qui s'étend sur toute la largeur du chemin forestier. Les chevaux hennissent de terreur, refusant d'avancer d'un pas de plus vers cet essaim qui semble obéir à une volonté supérieure et maléfique. Le juge de Varennes arrive à leur hauteur, son visage éclairé par la lueur vacillante d'une torche, et il reconnaît immédiatement la signature de l'homme qu'il poursuit. « Barnabé, je sais que tu es là. Je ne viens pas pour ton sang, mais pour la vérité », crie le magistrat dans le fracas de l'orage. Il brandit le dossier jauni qu'il gardait secret, un document qui atteste que Barnabé n'est pas un esclave ordinaire, mais le descendant d'une lignée de gardiens respectés. La voix du juge tremble légèrement, non pas de peur mais devant la majesté sauvage d'un pouvoir qu'il a passé sa vie à étudier dans les livres. Barnabé émerge de la pénombre, se tenant debout devant le juge, sans aucune marque de soumission, comme un roi déchu reprenant son trône. Les fourmis s'écartent devant lui, créant un cercle parfait autour du jardinier et de l'enfant qui commence à s'éveiller. Le silence qui s'installe alors entre les deux hommes est plus profond que le grondement de la tempête qui continue de faire rage au-dessus d'eux. Henri de la Roche ne reviendra jamais sur ces terres, Barnabé. Le témoignage de ces insectes et les corps retrouvés suffiront à l'envoyer au bagne, déclare Varennes. Il lui révèle que le sceau du négociant et le livre de comptes sont désormais en sécurité, scellant définitivement le sort du maître de l'ombre. Mais le juge pose une condition. Barnabé doit rester pour aider à reconstruire la plantation sous une nouvelle administration plus juste et humaine. Barnabé hésite, car l'appel de la liberté sauvage est puissant, mais son regard se pose sur Marie, qui n'a nulle part où aller. Il comprend que sa véritable mission n'est pas de fuir, mais de s'assurer que l'ombre devienne enfin un lieu où la lumière peut percer à travers les feuilles. Il accepte d'un simple hochement de tête un pacte silencieux scellé sous la pluie tropicale entre la loi des hommes et celle de la nature. Quelques semaines plus tard, dans les geôles humides de Saint-Pierre, Henri de la Roche attend son jugement final derrière des barreaux rouillés. Il est devenu l'ombre de lui-même, hanté par le souvenir du bourdonnement des pattes sur le bois et le goût sucré du miel qui a causé sa ruine. Ces nuits sont peuplées de cauchemars où des milliers de mandibules déchirent sa réputation et sa fortune, ne lui laissant que la folie pour seule compagne. Le procès de la Roche fut l'un des plus retentissants de l'histoire de la Martinique, révélant des horreurs que la société préférait ignorer. Grâce aux preuves déterrées par les fourmis et aux témoignages de la petite Marie, le verdict tomba avec la force d'un coup près. Condamnation à perpétuité. Le nom de la Roche fut effacé des registres et sa propriété fut saisie pour payer les dettes de sang qu'il avait accumulées pendant des décennies. La vie reprit son cours à la plantation. Mais l'atmosphère n'était plus la même, comme si la terre elle-même respirait enfin après une longue apnée. Les fouets disparurent des mains des commandeurs, remplacés par une gestion plus rigoureuse, mais dépourvue de la cruauté arbitraire de l'ancien maître. On disait que le domaine était désormais protégé par un esprit ancien, un gardien silencieux qui veillait sur l'équilibre entre les hommes et la terre. Marie devint la pupille de la nouvelle administration, apprenant à lire et à écrire sous la tutelle bienveillante du juge de Varennes. Elle passait la plupart de son temps libre dans les jardins, là où Barnabé continuait de soigner ses fleurs avec une patience infinie. L'enfant ne craignait plus les insectes. Elle les regardait avec une gratitude secrète, sachant qu'ils étaient les véritables héros de sa libération. Barnabé ne changea pas ses habitudes, restant l'homme humble et discret que tout le monde croyait connaître avant la nuit de l'incendie. Mais désormais, lorsqu'il croisait le regard d'un homme, il ne baissait plus les yeux, car il savait que la justice avait enfin trouvé son chemin. Il continuait de parler aux fourmis rouges, partageant avec elles le miel de la propriété, comme on partage un trésor entre vieux alliés de combat. La maison de l'ombre perdit son nom funeste pour devenir la villa des Lumières, un symbole de renouveau au cœur de la colonie meurtrie. On n'y entendait plus de cris dans la nuit, mais le rire des enfants et le chant des oiseaux attirés par la beauté des parterres de Barnabé. Le secret de la puissance du jardinier resta enfoui dans les mémoires, une légende que l'on racontait à voix basse les soirs d'orage. La nature n'oublie jamais une dette, et Barnabé avait prouvé que même les plus petits peuvent renverser les plus puissants si la cause est juste. La justice des hommes est parfois aveugle, mais celle de la terre est implacable, patiente et dotée de milliers d'yeux et de mandibules. Le vieil esclave avait transformé sa souffrance en une force invisible, une leçon de morale qui résonne encore à travers les siècles.
Barnabé savait que son temps sur cette terre touchait à sa fin, mais il partait l'esprit tranquille, sachant que Marie était en sécurité. Il avait accompli ce que personne n'aurait cru possible, briser les chaînes de l'oppression avec la simple douceur du miel et la force des insectes. Il s'enfonça une dernière fois dans les bois, disparaissant parmi les ombres qu'il avait autrefois tant redoutées et qu'il habitait désormais en maître. Le juge de Varennes ne révéla jamais les détails surnaturels de l'enquête, préférant laisser l'histoire officielle s'occuper des faits matériels. Mais il garda toujours sur son bureau un petit morceau d'ambre contenant une fourmi rouge, comme un rappel constant de l'humilité nécessaire face au monde. Il comprit que la loi n'est qu'un papier fragile si elle n'est pas soutenue par le respect profond de toute forme de vie, aussi minuscule soit-elle. Cette histoire nous rappelle que la dignité humaine ne peut être écrasée indéfiniment, et que les solutions les plus inattendues naissent souvent du désespoir le plus profond. Barnabé le jardinier n'était pas un simple esclave. Il était le bras armé d'une justice vorace qui ne laisse aucune trace de son passage, si ce n'est la liberté. Son héritage survit dans chaque jardin de l'île, là où l'on prend soin de ne pas écraser les fourmis qui montent le long des troncs. Le mystère de la plantation de l'ombre se termine ici, sous le regard éternel des étoiles et le murmure des vagues sur le sable noir. La vérité a été servie, non par le fer, mais par l'intelligence d'un homme qui savait que le monde est bien plus vaste que ce que les maîtres peuvent en voir. N'oubliez jamais que derrière chaque silence, il peut y avoir une armée qui attend son heure pour rétablir l'équilibre du monde. Si ce récit de justice poétique et de mystère historique vous a touché, n'oubliez pas de nous donner une note de 0 à 10 dans les commentaires. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à exhumer ces dossiers oubliés où la morale triomphe de la cruauté la plus noire. Abonnez-vous pour découvrir nos prochaines enquêtes au cœur des secrets les plus sombres de notre passé commun. Merci d'avoir suivi ce voyage jusqu'au bout, là où la lumière finit toujours par percer l'ombre. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les archives interdites de l'histoire. Que la sagesse de Barnabé vous accompagne.